Bien, nous revoilà pour la seconde partie de ce chapitre 2 sur l'économétrie linéaire par exemple. Donc là, on va voir, on va refaire un petit peu les tests économétriques et les estimations relatives à la loi d'Ohn. Donc je dois d'abord vous dire que j'ai construit ce cours à l'aide d'un article que je vous présente ici. C'est un article qui a été écrit en 2007 par Edward Knockett. Donc à quel point la loi d'Ohn est-elle utile? Ok. Donc utile pour les décideurs économiques, utile dans sa forme simple, dans sa forme un peu plus complexe. Donc je vous encourage à lire cet article qui est en anglais, mais qui est un article de très grande qualité, qui a été déjà beaucoup cité, mais qui est enfin, qui est très bien écrit, et qui présente très très bien les problématiques. Donc même si elle est en anglais, je vous encourage quand même à essayer de la lire. Ok, donc j'ai construit le cours rapport à l'aide de cet article. Donc, avant de commencer les estimations, d'utiliser Python, je vais déjà vous présenter un petit peu ce qu'est la loi d'Ohn. Donc, la loi d'Ohn, finalement, elle a été appelée comme ça, c'est dû à l'observation d'une corrélation négative entre la croissance du PIB, donc noté G dans la suite, et le taux de chômage noté U. C'est-à-dire que plus des points de pourcentage en plus sur la croissance du PIB, ça amène presque mécaniquement, si on écoute le terme loi, une diminution du taux de chômage. Ok, elle a été appelée dans la littérature loi d'Ohn euh, enfin, parce que Okhun, finalement, Arthur Okhun, dans les années 60, a été le premier à documenter cette relation négative entre croissance du PIB et taux de chômage. Euh, L'observation qui a été faite est la suivante, c'est que davantage de travail est généralement associé, nécessaire, pour produire plus de biens et de services au sein d'une économie. Euh, il faut néanmoins se poser la question de qu'est-ce que signifie plus de travail. Est-ce que c'est plus d'heures travaillées, plus de salariés, un travail plus efficace, donc c'est-à-dire le facteur travail serait plus efficace. Donc voilà, il y a tout un tas de variables pouvant mesurer ce davantage de travail. Mais par simplification, Okun considère que le taux de chômage résume correctement l'utilisation du facteur travail dans l'appareil productif de l'économie. Donc le taux de chômage, ici, il est à considérer entre guillemets comme un proxy de toutes les façons dont la production pourrait être affectée par des ressources inutilisées. Euh, donc là, le taux de chômage, c'est la variable la plus efficace pour traiter de cette problématique. L'une des variables est la plus connue et la plus largement utilisée, dans le sens cette efficacité, elle a trait aussi au fait qu'elle soit beaucoup utilisée parmi les économistes. Euh, Premier avantage de cette relation entre taux de croissance du PIB et taux de chômage, c'est sa simplicité. Euh, Vous pensez par exemple directement, si vous comptez vérifier cette relation économétriquement, à gauche vous aurez par exemple le taux de chômage et à droite vous aurez le taux de croissance du PIB. Donc c'est une relation simple, donc ce serait de l'économétrie linéaire simple dans un premier temps. Donc relativement facile à vérifier, donc utile pour les décideurs, etc. Un modèle trop complexe n'est jamais très facilement, enfin n'est pas très vendeur pour la politique monétaire, etc. Elle implique deux agrégats très connus par les économistes, PIB et taux de chômage. D'autant plus que lorsque cette relation, elle fait office de loi, parce qu'elle est observée quasiment pour tous les pays et en tout temps. Donc le signe, c'est-à-dire la relation négative, elle est observée presque partout. Évidemment, le signe, la valeur du coefficient n'est pas la même pour tous les pays et n'est pas la même dans le temps, elle varie.
Cette règle, enfin cette loi est utilisée comme règle par les décideurs économiques. Ça permet de faire des prévisions simples, voire même simplistes, du taux de chômage en fonction d'une certaine croissance. Ok. Donc vous vous souvenez aussi de la règle de Taylor qui met en relation les taux directeurs à fixer, l'écart de production et l'écart d'inflation. Donc c'est un peu dans la version simple de la règle de Taylor, c'est un petit peu, la même utilité en termes de règles de politique monétaire que la loi de Kuhn. Sauf que finalement, la loi de Kuhn, à gauche, vous avez le, le taux de chômage. En réalité, ce qu'on appelle ici loi, en fait, à chaque fois que vous entendrez le mot loi en économie, il faudra être un petit peu méfiant, dans le sens où il n'y a pas de loi. L'économie, les règles économiques et de politique économique sont toutes des constructions humaines et sociales, à l'opposé par exemple de la physique où vous avez des lois a priori immuables. Donc loi ici, faut plutôt l'entendre comme une relation statistique qui est souvent vérifiée dans l'espace et dans le temps, et plutôt que d'une caractéristique structurelle de l'économie. Si vous changez de cadre économique de façon un peu violente, vous sortez un peu du capitalisme ou d'autres modes de pensée, vous peut-être que cette caractéristique, ce lien négatif, vous l'observerez plus. Donc c'est plutôt une relation statistique qu'une loi. Euh, donc comme je vous le disais, dans le temps, cette relation peut être instable. C'est-à-dire que si vous utilisez comme Okun les données de 1945 de l'après-guerre jusqu'au milieu des années 60, ou que vous le faites maintenant de 2007 à 2017, ben, les coefficients que vous estimerez seront pas identiques. Donc du coup, comment peut-on appeler une loi si les coefficients ou la relation qu'on estime n'est pas identique dans le temps? Donc évidemment, ce problème de dynamique temporelle peut être inclus. Donc il y a des versions augmentées de la loi d'Okun, qu'on verra quand on présentera le chapitre sur Arma, euh, voilà, qui permettent de tenir compte de cette instabilité dans le temps. Ok. C'est une loi, voilà, une règle facile à comprendre pour les décideurs économiques, facile à mettre en œuvre, donc qui reste tout de même utile à observer et à comprendre. Donc là, il y a différentes alternatives. Donc quand vous choisissez de regarder la relation de Kuhn, il y a différentes façons de la mettre, cette relation, en équation. Donc la première version qui a été proposée par Okun au milieu des années 60, c'est ce qu'on appelle la version en différence. Okay. Donc la version en différence, elle met en relation la différence première du taux de chômage. Okay. Donc UT, donc delta UT, c'est bien UT moins UT moins 1. Okay. Une constante, okay, qui est statistiquement intéressante à ajouter, parce qu'il y a un peu une forme de gap constant entre les deux, donc il faut mettre la constante. Le taux de croissance GT, le coefficient associé au taux de croissance du PIB, donc GT. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est que finalement, les deux variables, le taux de chômage et le taux de croissance du PIB, sont toutes les deux indexées par T. Il n'y a pas de retard, il n'y a pas de lead. C'est une relation contemporaine, donc du fait qu'il n'y ait que des T, entre la croissance du PIB et la variation du taux de chômage. La valeur du coefficient bêta est attendue comme négative. Okay. Donc ça veut dire que par exemple, pour une augmentation de 1 point de pourcentage du taux de croissance, eh ben, on attend une diminution un gap, une différence première de UT-UT-1 que ce gap diminue en réalité. Okay. Une diminution du taux de taux de chômage. Si la croissance augmente, on s'attend à une diminution du taux de chômage. Donc le B est attendu comme étant négatif.
Donc autrement dit, une augmentation du taux de croissance rapide, donc plutôt une augmentation serait associée à une chute du taux de chômage. Une croissance molle ou négative serait à l'inverse associée à un taux de chômage qui s'accroît. La relation, pas la ration, moins A sur B, donc le moins ici, le moins 1, c'est pour supprimer le signe négatif du B ici qui serait potentiellement estimé, nous donne le taux de croissance associé à un taux de chômage stable. Ok. Autrement dit, quel est le rythme de croissance nécessaire pour maintenir un taux de chômage? Okay. Pour ceci donné, A sur B donne le taux de croissance qui serait nécessaire pour conserver cette variation de taux de chômage, pour ceci stable. Pour tenir compte de cette instabilité dans le temps, comme je vous le disais, d'autres versions ont été proposées par la suite. C'est une version dynamique, donc c'est la même chose que cette équation-là en différence, les mêmes agrégats, sauf qu'ici on ajoute le taux de croissance du PIB au temps 0, donc au temps t, pardon, au temps t, donc t moins j qui vaut 0 en premier, donc ça fait gt, donc la même chose qu'ici. Mais on ajoute également les lags, les retards du taux de croissance du PIB, ainsi que les retards de la différence première du taux de chômage. Donc ici, vous voyez ici, le premier, ça commence à 1, ici ça commence à 0. Donc c'est moins restrictif que finalement rester sur quelque chose de contemporain en n'utilisant que les variables au temps t et pas des lags, pas l'historique finalement de ces séries. Le seul problème, c'est qu'ici, pour faire des interprétations, c'est un tout petit peu plus compliqué parce qu'il va falloir tenir compte de tous ces alpha J et éventuellement tous ces gamma J ici qu'on aura. Alors, c'est pas gamma J, c'est gamma K. Ok. Donc, ce sera un petit peu plus compliqué à interpréter. Euh, quand Okun a écrit son papier, l'une des questions qui s'est posée, c'est quel niveau de production l'économie peut-elle atteindre dans des conditions de plein emploi? Donc, ici, vous voyez, dans cette question posée, il y a deux choses non observées. C'est le niveau de production euh, économique qui peut être atteinte, donc le PIB potentiel, ok, ce qu'on appelle PIB potentiel, dans des conditions de plein emploi. Donc le taux de chômage associé à des conditions de production optimale. Donc ça a donné naissance à la version GAP. Alors ce PIB potentiel et le taux de chômage optimal, ok, c'est des choses qui doivent être calculées, qui ne sont pas directement observables, comme le taux de chômage, UT, précédemment, ou le taux ou le PIB réel en réalité. PIB réel et le taux de chômage, c'est deux séries qui sont mesurées normalement alors, trimestriellement ou parfois mensuellement par les instituts statistiques des pays. Par contre, le potentiel, donc le YP, ici, qu'on a l'exponentielle P ici, c'est pour dire potentiel. C'est quelque chose qu'il faut calculer et c'est relativement compliqué à mesurer. Il y a le Congressional Budget Office aux États-Unis qui se propose propose une série de PIB potentiels calculés avec des méthodes relativement compliquées. Ok. Sachant, mais avant même que le Congressional Budget Office calcule ces séries compliquées, on peut faire, on peut essayer d'estimer le PIB potentiel en faisant une supposition sur ce qu'est la condition de plein emploi. Okun, lui, il a estimé un taux de chômage satisfaisant les conditions de plein emploi à 4%. Okay. Donc on est bien d'accord que si, pour voir l'équation d'en bas ici,
si l'écart de la production observée au temps t par rapport à la production potentielle, ok? Alors pardon, excusez-moi, ici je vais reprendre cette équation-là. Donc le potentiel, le PIB potentiel et le PIB réel observé. Si cet écart est zéro, c'est-à-dire que le PIB réel est à son potentiel, si ça c'est zéro, alors le C là, eh ben, en réalité il correspond au taux de chômage optimal en condition de plein emploi. Étant donné, là on fait une hypothèse, on dit juste qu'ici on a atteint le PIB potentiel, donc ce qui reste c'est la constante C. C'est-à-dire que le taux de chômage qui restera, ce sera le taux de chômage optimal, donc C. Donc C correspond au taux de chômage qui serait atteint si les conditions de plein emploi seraient atteintes. Donc, il a mesuré les conditions de plein emploi atteintes, donc ça donnerait un taux de chômage à 4%. Si on soustrait à la première équation ici, comment dire, le 4%, donc le C en fait, si on soustrait C, si C on le renomme UP, donc par le taux de chômage potentiel ou correspondant à des conditions de croissance potentielle, si on le soustrait à gauche et à droite, on enlève bien la constante ici juste avant le bêta, et du coup on soustrait au taux de chômage observé, on soustrait le taux de chômage naturel, optimal. Ok. Donc ça c'est la version gap de la loi d'Okum. Si on devait l'estimer, ce qu'on fera dans la prochaine petite vidéo, il nous faudra le taux de chômage potentiel, euh, le PIB réel observé et le PIB réel potentiel. Ok. Donc là, cette version-là, elle est un tout petit peu plus compliquée, c'est-à-dire qu'elle requiert un plus grand nombre d'hypothèses que les deux versions différentes. Ok. Et dans l'article là que je vous ai montré, alors dans cet article ou sur d'autres ressources sur le web, vous pouvez voir, enfin je ne vous le montre pas ici, mais finalement cette version-là, en faisant un certain nombre de calculs et de manipulations de séries temporelles, on peut retomber sur cette version-là. Ok. Donc il y a une relation entre les deux. Alors plutôt entre la version gap, ici cette version, et en faisant des manipulations, on peut remonter sur la version en différence. Ce qui simplement veut dire que on mesurera la même chose, mais de deux façons différentes. Cette façon-là a plus d'hypothèses, requiert plus d'hypothèses. Il existe enfin une version, qui est une version qu'on appelle fonction de production. Donc nous, on la verra pas ici, enfin, on l'estimera pas, voilà, parce que c'est un peu plus compliqué, et ça sort un peu du cadre du cours. Euh, donc vous connaissez les fonctions certaines fonctions de production théorique. Ben, vous pouvez les associer avec la version gap, avec cette version-là, et ça permet de tenir compte en fait de plusieurs facteurs, parce que cette relation entre la croissance du PIB et le taux de chômage, on se dit ok, mais il manque peut-être la relation entre la croissance du PIB et la technologie, la croissance du PIB, le stock de capital, etc. Donc si vous associez une fonction de production théorique de votre choix à cette version gap, vous pouvez expliquer peut-être plus de choses, et vous avez, en plus d'une version empirique, parce que cette loi a été dégagée à partir d'observations, et ben celle-ci, vous avez aussi un fondement théorique à ce que vous souhaitez tester. Donc ça peut être aussi très intéressant. Donc voilà, l'avantage c'est qu'il existe, donc ce que je disais, une structure théorique sous-jacente. L'inconvénient, c'est que, encore une fois, il va falloir mesurer des choses comme le capital ou la technologie. Mesurer ces agrégats-là, c'est pas quelque chose de simple. Il y a beaucoup d'hypothèses, de discussions dans la littérature, c'est pas facile. Donc oui, alors vous avez vu, à gauche, on a choisi de représenter en endogène le taux de chômage dans les différentes versions ici. Et à droite, plutôt tout ce qui a trait à l'agrégat PIB. En réalité, la Fed a un double objectif. Le premier, c'est stabiliser l'inflation. Donc ça, c'est le même objectif
par rapport à une cible, donc la même chose que pour la BCE. Mais sauf qu'aux États-Unis, ils ont le deuxième objectif, c'est l'emploi. C'est-à-dire avoir un taux de chômage raisonnable. Donc ici, il existe d'autres papiers qui mettraient les agrégats PIB à gauche ici, mais nous, on choisit de laisser le taux de chômage à gauche parce que, étant donné que c'est un objectif de la Fed, il faut le mettre en endogène, en quelque chose qu'on souhaiterait expliquer, plutôt que de le mettre à droite. Ok. Donc, nous, ce qu'on va faire ensuite dans la prochaine petite vidéo, c'est faire des estimations MCO de la loi d'Ohkun pour les États-Unis. Encore une fois, on aurait pu le faire pour d'autres pays, mais bon, les États-Unis, les données sont tellement disponibles simplement qu'on va le faire sur les États-Unis. Sur la période, donc une longue période, de 55 à 2017, donc sachant que la première version de l'article d'Ohkun, c'était de 45 à 65, si mes souvenirs sont bons. Ce qu'on va faire dans ce chapitre, c'est estimer deux versions, la version en différence et la version gap. Ok. Donc pour faire justement ce rappel économétrique sur les hypothèses, donc sur les résidus, homocédacité, non-autocorrélation, on va refaire les tests en se servant finalement de cet exemple. Euh, donc avant de faire, voilà, on va parler comment on a récupéré les données, quelles sont les données qu'on a dans notre base pour faire ces estimations. Voilà, donc à tout de suite pour la prochaine vidéo.